Merci beaucoup Pierre-Yves de m'ouvrir à votre pensoir, à votre think tank du lundi soir, à votre cercle Aristote, à votre club Aristote, enfin je ne sais pas comment on dit. Et je suis très heureux d'être parmi vous et très humble aussi l'étant parce que je ne suis pas ni un juriste ni un politique de formation. Ce que j'ai fait beaucoup de philosophie politique, c'est vrai, dans des temps anciens, mais j'ai beaucoup plus fréquenté, alors justement Aristote, saint Thomas d'Aquin, Platon, quelques autres, que j'ai pu fréquenter, comme Jacques Sapir, Carl Schmitt, dont on retrouve mention de façon récurrente, ou même Léo Strauss, si vous voulez. Donc, je viens, sur la pointe des pieds, vous proposer une lecture de Jacques Sapir. Quand on fait une lecture de quelqu'un, c'est que forcément on a été intéressé, passionné même, par cette lecture. Il ne me serait pas venu à l'esprit de vous proposer une lecture de quelqu'un dans le simple but de le détruire. Détruire quelqu'un, c'est en général plus efficace de le faire sans l'avoir lu, et en tout cas, c'est plus simple de le faire à distance de son texte. Alors, c'est pas du tout une destruction que j'envisage, et au contraire, je voudrais suivre Jacques Sapir, en tout cas, et vous dire ce qu'il m'a fait comprendre, ce qu'il m'a appris, et en même temps, émettre des réserves sur le souverainisme enthousiasme, sur le souverainisme, j'allais dire, un peu frénétique, sur le souverainisme de converti peut-être, qui est celui de Jacques Sapir dans cet ouvrage « Souveraineté, démocratie, laïcité ». En tout cas, il commence, et c'est sa première ligne, la première ligne de cet ouvrage touffu, de cet ouvrage difficile, nous sommes à un moment souverainiste. Bon, il faut oser le dire, d'autant plus qu'en France, ce mot d'origine canadienne n'a jamais déchaîné les foules, enfin il faut le reconnaître. Et lorsque la France a voté en 2005 contre les propositions de l'Union européenne, elle ne l'a pas forcément fait au nom d'un souverainisme revendiqué, malheureusement, mais plutôt à l'instinct. Donc, couillu le bonhomme. Première ligne, nous sommes à un moment souverainiste. J'ai trouvé ça beau et je me suis dit, je vais essayer de m'avaler ça. Qu'est-ce qui fait que nous sommes à un moment souverainiste ? C'est justement que la souveraineté des nations, que la souveraineté de la France en particulier, je ne vous apprends rien, est aujourd'hui contestée. Elle est contestée non pas par une anarchie qui viendrait d'en bas, non pas parce que les peuples, comme disaient les rois de France autrefois, mes peuples, les peuples refuseraient le modèle français. Non, elle est contestée par le haut, elle est contestée par les élites, elle est contestée parce que petit à petit, elle se laisse grignoter par un pouvoir supérieur qui est le pouvoir de l'Union européenne. Et derrière le pouvoir de l'Union européenne, c'est évidemment la mondialisation et le mondialisme, puisque l'Union européenne n'est rien d'autre que la phase la plus avancée techniquement du mondialisme universel. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple ? Eh bien, je l'ai trouvé dans le livre, hein, Monsieur Barroso expliquant il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. C'était le 25 janvier dernier. Autrement dit, réclamant pour lui le monopole de la démocratie. Mais quiconque réclame pour lui le monopole de la démocratie, évidemment, se trouve dans une situation délicate, parce que ce monopole ressemble fort à une tyrannie. Alors vous allez me dire, la tyrannie et la démocratie sont incompossibles.
erreur. L'un des premiers théoriciens de la démocratie, de la politeia plus précisément, Aristote, avait, suite à Platon d'ailleurs, remarqué qu'il existait une tyrannie de tous sur tous, qu'il appelait démocratia. La politeia est la bonne démocratie, et la démocratia, c'est la démocratie où finalement l'anarchie se fait tyrannie. Donc, l'idée d'une tyrannie démocratique n'est pas du tout une idée de rhéteur ou de démagogue, mais malheureusement, on est obligé de la lire au ras des textes produits par cette super structure qu'est l'Union européenne. Lorsque M. Barroso dit qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens, il fait une OPA sur la démocratie et cette OPA est tyrannique. Alors face à cette tyrannie mondialiste, on peut invoquer la souveraineté des États. Et on doit invoquer la souveraineté des États. C'est évidemment ce que fait Jacques Sapir dans cet ouvrage. Et il insiste beaucoup, de façon récurrente, on le retrouve, je ne dis pas à toutes les pages, mais toutes les 10 pages on retrouve l'idée, il n'y a de démocratie possible que si l'on accepte la souveraineté. En dehors de la souveraineté, c'est-à-dire en dehors d'un pouvoir absolu qui soit garant de ce qu'il appelle aussi l'ordre démocratique, il ne peut pas y avoir de gouvernement tranquillement démocratique. Il y a éventuellement ce qu'il appelle, il y a de temps en temps des bonnes formules, je vous en donne une démocratie réduite au caquet. Voilà. La démocratie réduite au caquet, c'est la démocratie sans la souveraineté, c'est-à-dire la démocratie sans moyens. Mais c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Lorsqu'on écoute nos parlementaires, finalement, ils caquettent beaucoup, ils agissent peu, mais ils n'ont plus les moyens d'agir. Et ce qui est le plus frappant, c'est que même l'élu du peuple dans la Ve République, celui qui est le président de la République, et qui est donc le premier détenteur de la souveraineté, même lui, on a l'impression qu'il est en campagne électorale permanente. C'est la démocratie réduite au caquet. C'est qu'effectivement, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire puisque la souveraineté, petit à petit, lui échappe. Alors il y a des cas terribles, il suffit de... Moi je suis breton, je trouve vraiment lamentable la manière dont on traite le problème des éleveurs bretons. Alors on dira, ils ont été séduits par les sirènes de la quantité et ils ont produit beaucoup, on ne sait plus ce que faire de leur production. Peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour eux, hormis leur dire on va vous allouer 1 milliard sur 3 ans, on ne fait rien et on ne peut rien faire. Je prends cet exemple parce que c'est évidemment de Bretagne aussi que sont nés les fameux bonnets rouges, donc la contestation de la tyrannie démocratique telle qu'elle se met en place dans notre pays. La contestation la plus claire, la plus populaire, elle est bretonne. Et les Bretons, vous savez, en prenant cet emblème du bonnet rouge, ont fait référence à une très ancienne jacquerie bretonne du XVIIIe siècle, avant la Révolution française, puisque c'était déjà à l'époque contre l'impôt que les bonnets rouges bretons s'étaient levés. Voilà. Donc, il n'y a pas de démocratie sans souveraineté et sans la souveraineté, c'est-à-dire sans la toute-puissance de l'État, qui a entre autres le monopole de la violence légale, mais qui a aussi les moyens
affirmer dans les faits sa politique, eh bien, on ne saurait que parler. Ça peut distraire beaucoup les électeurs, ces grands discours. Mais vous savez, c'est Platon, au livre 3 des Lois, qui parlait déjà de théâtrocratie. C'est très étonnant. Platon, voyant l'évolution de la démocratie de son temps, disait finalement cette démocratie est une théâtrocratie, c'est-à-dire, nous aujourd'hui on parle de société du spectacle, mais je crois que vous voyez, on n'a rien inventé. On est dans l'impuissance qui naît du fait qu'on a volontairement, dans les hautes sphères de la société, abandonné notre souveraineté politique à des organismes anonymes, à une commission dont on connaît à peine les membres, on les connaît quand on est un peu spécialiste de la question, mais finalement, on abandonne la barre du navire à l'anonymat, et en se donnant bonne conscience, parce que de toute façon, je crois que c'est Madame Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Donc de toute façon, droite, gauche, extrême gauche de Syriza en Grèce, il n'y a pas d'alternative. On fait la même politique, la politique unique, la politique sans souveraineté, la politique qui nous est imposée par l'Union européenne, qui elle-même reçoit ses directives, peut-être des États-Unis, mais sans doute aussi d'une sorte de upper class mondialisée qui est foncièrement apatride, parce que je suis persuadé que dans le TAFTA, par exemple, les États-Unis n'ont pas forcément tout à gagner et nous tout à perdre. Ce serait une caricature que d'imaginer cela. Ce traité transatlantique intéresse non pas les peuples, ni les peuples d'Europe, ni les peuples américains, mais il intéresse ce que j'ai appelé la upper class, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'argent. Et qui concrètement, à travers ce TAFTA, revendiquent le pouvoir pour eux, au-delà, au-dessus du pouvoir des politiques. Voilà, alors, il n'y a pas, c'est ça qui est très important, il n'y a pas de démocratie sans souveraineté. Et une légalité qui serait issue simplement de la majorité des suffrages n'a en elle-même aucune légitimité, car la majorité triche forcément et s'impose par rapport à la minorité. Et donc, on a une légalité foncièrement conservatrice. Vous savez, c'est ce qu'avaient compris certains royalistes au XIXe siècle, c'est que le suffrage universel est foncièrement conservateur. Et que par conséquent, on peut être royaliste et en faveur du suffrage universel. Un certain nombre ont théorisé ça. Un certain Cacré en particulier, qui est donc une famille qui existe toujours, a théorisé cette idée que les royalistes devaient être démocrates, puisque de toute façon la démocratie est conservatrice. Mais ce conservatisme, c'est souvent le conservatisme de l'inégalité et de l'injustice, bien entendu. Donc là, une légalité qui serait issue simplement d'un rapport de force entre majorité et minorité est insuffisante pour constituer un bon gouvernement. Pour un bon gouvernement, il faut une légitimité, c'est-à-dire un vouloir du bien. Je me permets là d'aller un peu plus loin que Jacques Sapir, qui, que je sache, n'a jamais exprimé cela, mais je ne vois pas trop comment l'exprimer autrement. Il a d'ailleurs du mal à le faire. Et cette légitimité, elle est la garante de l'ordination transcendantale de la société au bien de ceux qui y vivent. Donc, c'est assez intéressant cette réflexion
là aussi récurrente au long du livre, sur le rapport entre légitimité et légalité, contre évidemment le système du droit de Kelsen et contre le positivisme juridique pur qui semble être pourtant dominant, si vous voulez, aujourd'hui. Jacques Sapir essaye de chercher au fond le fondement du pouvoir dans une démarche qui est foncièrement traditionnelle et qui s'appuie sur deux personnages de la tradition des idées politiques, qui sont Carl Schmitt, dont on dit trop rapidement qu'il a été nazi, mais qui est surtout un catholique conservateur, extrêmement fort, et qui dit catholique, dit croyant au péché originel, c'est-à-dire pensant que l'homme n'est pas capable spontanément du bien, comme nous l'indiquait notre cher Jean-Jacques. Donc c'est un théoricien de l'autorité politique qui seul peut sauver l'homme, Carl Schmitt, hein, c'est ça l'idée. Jacques Sapir cite énormément cet essai de Carl Schmitt, L'égalité et légitimité, et au fond il y trouve l'origine de sa propre démarche, de sa démarche personnelle, qui est une quête de la légitimité politique. Qu'est-ce qui est vraiment légitime ? Ce qui est vraiment légitime, ce n'est pas le pouvoir abstrait et mondialisé que l'on veut nous faire passer sous forme de myriades de règlements. Ce qui est légitime, c'est potestas et auctoritas, il parle latin, Jacques Sapir pour nous exprimer cela, c'est la puissance et c'est l'autorité, c'est l'efficacité et l'efficacité juste, en quelque sorte, auctoritas. Hein. Auctoritas, c'est le pouvoir qui fait grandir, augeo en latin, augmenter, donc l'augmentation, c'est le bien politique, si vous voulez. Donc, cette légitimité, Jacques Sapir la cherche et il ne la trouve, ce fondement de l'autorité, il ne le trouve que dans la souveraineté. C'est-à-dire dans une sorte de our politique, de politique fondamentale. Alors c'est évidemment, pour moi qui suis prêtre, lisant ce texte, une difficulté que je trouve admirablement suscitée par Jacques Sapir et mal réduite, me semble-t-il. Oui, il faut chercher la légitimité au-delà de la légalité. Oui, il faut aller au-delà de la réglementation et de l'omniprésence de la réglementation qui est la caractéristique de la gouvernance moderne. Vous savez que, au fond, là c'est pas du Jacques Sapir, mais moins il y a de lois communes, moins il y a de mœurs communes, plus il y a de règlements. Parce que tout doit être précisé, tout doit être défini. Et c'est ce que l'on voit avec l'Union européenne, hein, qui définit toutes sortes de choses les plus gaudriolesques, hein, la courbure des bananes, enfin bon, des choses qui paraissent totalement loufoques. Mais en fait, dans un monde sans loi, si on ne définit pas jusqu'aux caractéristiques les plus précises des produits, par exemple, eh bien, on risque évidemment la malhonnêteté. Alors que dans un monde qui a intégré l'honnêteté comme une loi commune, c'est pas forcément la peine d'expliquer tout ce qu'il faut faire et de tout juridiciser comme aujourd'hui. Donc le paradoxe, c'est que c'est la liberté individuelle sans frein qui produit la juridicisation universelle à laquelle on assiste. Alors évidemment, que l'on cherche un autre fondement,
c'est tout à fait légitime, et c'est le cas de le dire. Donc, d'où vient la légitimité? Eh bien, elle vient de la souveraineté. Et là, je dois dire, je n'ai pas vu Jacques Sapir invoquer Thomas Hobbes, mais je ne l'ai pas vu invoquer Thomas Hobbes dans ce livre, hein, je précise. Mais je crois quand même que, fondamentalement, sa démarche est hobbésienne, c'est-à-dire qu'il faut chercher le pouvoir absolu qui permettra à la société de fonctionner correctement, et ce pouvoir, on ne le trouve au fond que dans la politique, une fois qu'on a admis qu'il n'y avait ni religion commune, ni morale commune. Mais alors la politique devient une sorte d'absolu, elle-même, et on en vient à justifier la dictature. Alors, c'est pas un gros mot de justifier la dictature. Nous sommes français, sous la Constitution de la Ve République, il y a, je crois, l'article 16, hein, qui prévoit des situations extrêmes au cours desquelles il faut intervenir d'une manière dictatoriale en court-circuitant les procédures républicaines ordinaires. De Gaulle avait cette culture politique qui lui a fait penser aux vieux dictateurs romains, vous savez, Cincinnatus qu'on est venu chercher derrière sa charrue et qui, une fois la situation difficile passée, est revenu et a continué à cultiver son champ. Bon, c'est très beau des dictateurs comme ça, mais c'est un peu... Il faut quand même reconnaître que c'est un peu fantasmé, hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi la dictature, personnellement, ça m'inquiète toujours un peu. Mais je crois que c'est justement dans la mesure où on ne reconnaît que la souveraineté politique et où on en fait la source de tout ordre juste, comme dirait Madame Royal, ou de tout ordre démocratique, comme dit Jacques Sapir. C'est pas à mon avis, les concepts sont pas très loin l'un de l'autre. C'est à partir de là, si vous voulez, que on risque, à force d'abstraire le concept le concept de souveraineté, d'en faire effectivement parfois, pas toujours, mais parfois, un pouvoir sans limite. Et un pouvoir dont le programme n'est absolument pas préétabli. En principe, vous élisez un président sur un programme. Un dictateur, non. Un dictateur, vous l'élisez parce qu'il a la force de résoudre les problèmes, mais il ne sait pas comment il va les résoudre la plupart du temps. Il improvise, le dictateur. Jacques Sapir explique ça très bien. Donc, oui, si le souverainisme doit aboutir à un éloge de la dictature ou à un éloge de la légitimité charismatique de certains populistes européens, vous comprenez bien que certains anarchistes fondamentaux dont je fais partie peuvent se demander si la tyrannie démocratique à tout prendre ne vaut pas mieux que ce genre d'aventure. Alors je vous donne mon opinion, hein, et je sais que ce ne sera pas forcément la vôtre, mais j'ai été tout de même assez surpris de ce qu'à la fin de son livre, Jacques Sapir en arrive dans un paragraphe intitulé « Démocratie et dictature » ou dans un paragraphe intitulé « Charisme et populisme » à faire l'éloge d'une autorité qui peut être un peu aventurière. Certes, l'heure est grave. Alors je lis quelques extraits. Hein. La négation sans cesse plus avérée de la légitimité démocratique, soit au profit de procédures bureaucratiques. Donc ça, c'est les règlements dont nous avons parlé, cette inflation réglementaire, soit au profit de la légitimité patrimoniale.
M. Cahuzac est à l'ordre du jour, donc la légitimité patrimoniale, vous voyez de quoi il s'agit, il peut s'agir. Mais il faut se dire que, je crois vraiment, la plupart de nos hommes politiques français ont eu à subir des avances de telle ou telle puissance financière, et ils sont tous plus ou moins achetés. Alors c'est pas noir sur blanc dans le livre, mais c'est un peu, je crois, ce qu'il faut retenir de ce que Jacques Sapir appelle joliment la légitimité patrimoniale. L'augmentation de son patrimoine devient effectivement le principe d'une légitimité nouvelle, mais qui est une légitimité purement subjective, malheureusement. Autrement dit, de la corruption et de la collusion que l'on vient de dénoncer, cela transforme et menace la communauté politique de destruction. Cette menace prend comme forme l'idéologie de la naturalisation de la politique, mais elle ne se réduit pas à cela, et donc on est guetté par l'émergence de ce que Jacques Sapir appelle un État donc collusif, un État en collusion, et un État finalement réactionnaire. Réactionnaire parce que le but sera toujours de préserver le désordre établi, parce que ce désordre est juteux. Alors, cette situation de crise justifierait l'émergence d'une dictature démocratique, ou en tout cas l'émergence d'une légitimité charismatique qui aille au-delà de la démocratie ordinaire. Ceci soulève la question du rôle positif que peut jouer pour ce rétablissement démocratique la légitimité charismatique. Max Weber montre que l'autorité, et donc la légitimité charismatique, peut jouer un rôle important face à l'autorité bureaucratique. On peut donc penser que face à l'État collusif qui est en train de se mettre en place, un État populiste, c'est-à-dire combinant la légitimité démocratique et la légitimité charismatique, serait de nature à changer les règles et les normes légales pour permettre un retour à l'ordre démocratique. De ce point de vue, il ne faut pas frémir devant la possibilité d'actions illégales, entre guillemets, mais légitimes d'un tel pouvoir. Donc vous voyez que M. Sapir va au bout de sa pensée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est tellement important de le lire et de réfléchir, parce que ça n'est pas un mauvais maître qui nous fausserait compagnie en chemin, si vous voulez, en n'acceptant pas de voir les conséquences des principes qu'il met en jeu. D'ailleurs, il cite Bossuet au début de son livre « Dieu déteste ceux qui ne supportent pas les conséquences de leurs propres principes. » Enfin, voilà. Alors, c'est assez joli, d'ailleurs, parce que il trouve le... des hommes qui maudissent les faits dont ils chérissent les causes. Voilà. Et alors, lui, il trouve la citation authentique de Bossuet en disant qu'elle est souvent citée comme vous venez de le faire. Mais il y a une... Si, c'est celle-là. Elle est souvent citée comme ça, mais dans le texte de Bossuet, en fait, elle est pas tout à fait... je sais plus, je croyais l'avoir souligné. Elle est sûrement quelque part. Mais voilà, Bossuet est bien présent à sa pensée. Donc on a un penseur qui ne frémit pas, dont la main ne tremble pas, et qui va au bout de sa pensée. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut lui rendre gloire. Mais, parce que c'est une gloire pour un penseur que d'aller au bout de sa pensée. Mais, ce que je dis, personnellement, je trouve un peu effrayant que, étant en quête d'un principe politique, il ne le trouve que dans l'ordre politique lui-même, comme Hobbes finalement, c'est pour ça que je pensais à Hobbes tout à l'heure, et que cet absolutisme politique doivent dériver au moins de temps en temps vers un éloge de la dictature ou d'autorité charismatique
qu'on peut aimer de loin, mais qui sont quand même souvent assez dangereuses. Enfin, moi, il me semble. On termine et on fera ça après. Voilà, alors, quelle critique je ferai à Jacques Sapir? C'est la critique d'oublier la société. C'est-à-dire, dans une perspective politique chrétienne, qui est la perspective politique dominante, malgré qu'on en ait depuis 1500 ans, il y a une distinction fondamentale entre l'autorité politique et la société politique. Et l'idée des chrétiens, qui ont d'abord été minoritaires, il faut le savoir, a toujours consisté à dire que la société est antérieure à l'État et que la politique n'a de légitimité fondamentale que dans la mesure où elle est capable d'assurer le bien commun de l'État. Je prendrai quelques formules à Maurras, qui lui-même a d'ailleurs été assez oscillant sur la question, oscillant du jacobin blanc au décentralisateur Félibre. Mais Maurras a des formules magnifiques et bien frappées. Il dit « l'État est le fonctionnaire de la société ». Et il n'est que cela. Donc, tant que la société n'est pas prête, vouloir imposer une politique, c'est effectivement se mettre en situation de faire l'éloge d'une forme de dictature que l'on emprunte aux vieux Romains, alors même que justement, ce qui était caractéristique chez les Romains, c'était l'unité sociale. Qu'est-ce qui fait la force des Romains ? C'est leur culte commun pour le génie de Rome. Il n'y a pas un Romain qui minimiserait le génie de Rome, qui est divinisé à l'époque. On fait des temples au génie de Rome. Et personne ne sourit. Et on est prêt à mourir pour le génie de Rome. C'est ça la romanité. Et c'est un peu, d'ailleurs, ce que nos révolutionnaires de 93 ou ce que Napoléon a voulu retrouver dans l'Antiquité. Cette idée qu'on meurt justement pour un ordre politique. Le problème, c'est que le christianisme a délégitimé la politique, je pense, dès son origine, en disant que, justement, les politiques sont au service de la société, et que c'est ça qui fait leur légitimité. Ils ne sont donc pas à l'origine de la société politique, ils ne sont pas... Il y a un moment, par exemple, dans son livre, où Jacques Sapir dit « Il n'y a pas de peuple sans nation ». Donc il y a le peuple, c'est la société, si vous voulez, et la nation, c'est l'ordre politique. Mais dire « il n'y a pas de peuple sans nation », c'est oublier, je ne sais pas, le peuple irlandais, par exemple, le peuple polonais, qui a longtemps été un peuple sans nation. Dans le cas du peuple polonais, c'est peut-être encore plus fort. Parce que le peuple polonais a accepté volontiers la tutelle plus ou moins bienveillante de l'empereur d'Autriche-Hongrie pendant des siècles. Donc, dire qu'il n'y a pas de nation sans peuple et de peuple sans nation, c'est d'abord, à mon avis, une inexactitude historique, mais c'est ensuite aussi sous-estimer l'héritage chrétien qui nous fait ce que nous sommes. Et dans la réflexion politique chrétienne, le pouvoir, l'autorité est un service. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc moi qui suis maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds, il faut que vous vous laviez les pieds les uns aux autres. Gouverner, dit le Christ, c'est servir. Et ça, en philosophie politique, ça aboutit à la distinction fondamentale entre l'autorité politique et la société politique. Ou à la distinction, si vous voulez, entre les deux pouvoirs, qui est la même chose. Le pouvoir temporel et le pouvoir politique, le pouvoir spirituel et le pouvoir qui est diffus dans la société. Et donc, il n'y a pas de pouvoir absolu. Il n'y a pas de politique absolue. Il n'y a pas de souveraineté absolue dans la perspective chrétienne.
Et au contraire, les politiques ont l'humilité de considérer qu'ils sont au service des peuples et qu'ils ne sauraient inventer un nouveau peuple. Je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait si le peuple ne va pas, il faut en inventer un autre. Hein, c'est peut-être pas Jean. Bertolt Brecht. Voilà, oui, pardon. Oui. Mais c'est c'est du rousseauisme poussé à son terme. Ce qui est très clair chez Rousseau, il a là-dessus une clairvoyance magnifique, c'est le dernier chapitre du Contrat social, il refuse la distinction chrétienne entre État et société, entre pouvoir politique et autorité spirituelle. Il la refuse absolument comme étant un handicap pour l'État. Il parle comme Hobbes, si vous voulez. Et au fond, Jacques Sapir fait partie de ce mouvement de pensée en absolutisant la politique, en absolutisant la souveraineté et en imaginant qu'on puisse se passer des peuples, que tous les peuples sont des nations, que finalement il n'y a de peuple qu'à partir du moment où il y a structure politique, si vous voulez. Alors, c'est un peu, ce sera ma conclusion, le risque du souverainisme politique ou de l'absolutisme politique de Jacques Sapir est de se transformer en une forme d'idéocratie qui sous-estime la réalité concrète des peuples et des modes de vie et qui sous-estime donc l'identité des peuples. Je voudrais, pour terminer, donner la parole à Paul-Marie Couteau, que j'ai interviewé dans le dernier numéro de Mondévie, et qui nous a fait une interview assez amusante par son audace. Je lui ai posé la question, on vous a accusé parfois de vous cantonner à un souverainisme décharné, à une vision purement institutionnelle de la politique. Ce retour du patriotisme signifie-t-il une nouvelle prise de conscience populaire autour de l'identité ? Réponse, je connais l'accusation, au risque de vous étonner, je dirais qu'elle est assez fondée. Ayant longtemps travaillé à Matignon au service de la langue française, ayant ensuite vécu en Amérique du Nord, je suis allé souvent au Québec, si souvent que le mot souverainisme courant là-bas, mais pour ainsi dire, entré dans la tête. Revenu en France en 1993, j'ai pensé qu'il était utile de l'implanter dans notre vocabulaire politique, d'abord parce qu'il correspondait bien aux termes de notre opposition au traité organisant la supranationalité européenne, tel Maastricht, ensuite parce qu'il évitait que nos adversaires nous nommassent de travers en nous appelant nationalistes, mot si mal compris qu'il en vient, comme souvent les mots politiques, à dire le contraire de ce qu'ils signifient, ou anti-européens, ce que nous n'étions pas du tout, au contraire, puisque nous entendions défendre l'Europe face à une entreprise qui s'apparentait et s'apparente toujours à un vaste complot contre l'Europe. Voilà. Et je ne vais pas vous lire tout l'entretien, mais Paul-Marie Couteau insiste beaucoup pour dire que il faut faire droit à l'identité du peuple lorsqu'on entre en politique, et que se contenter de réfléchir à la souveraineté, c'est risquer d'absolutiser le politique au point de le rendre insignifiant. Merci de votre patience. Petit débriefing et mémoire en défense, si je puis me permettre. Bon, je ne discuterai pas les idées politiques de mon ancien patron Paul-Marie Couteau. Pour moi, elle relève avant tout d'une tentative de gestion de carrière qui... Là, je crois que vous êtes un peu dur parce que la carrière de Paul-Marie, elle est relativement derrière lui. Hein. Et quand on a sa carrière derrière soi, c'est encore la meilleure manière de l'oublier. Certes, mais il aimerait bien la relancer. Je sais, c'était mon premier patron en politique. Je pense connaître un petit peu le personnage aussi. En réalité, parce que c'est très drôle, mais c'est un débat qui, aujourd'hui, dans beaucoup de familles politiques, vous savez peut-être, moi je n'y appartiens pas,
Mais j'ai des camarades, je le reconnais sans mal, qui ont participé, qui viennent de s'imposer 3 jours de débat d'une stérilité sans nom d'ailleurs, au sein d'un parti dit d'opposition sur les questions, sur la question de l'euro. Bon. Et et c'est très drôle parce que, si vous voulez, j'ai eu ce débat avec mon ami Paul-François Paoli, que certains d'entre vous ont dû voir la semaine dernière ici. Il a fait un très très bon bouquin dont le titre, je trouve, ne lui rend pas grâce, s'appelle « Quand la gauche agonise ». Et il avait dit « À quoi ça sert d'avoir la souveraineté quand on n'est rien ?» Je lui avais répondu « Dans le temps moderne, alors à l'instant T, et non face à un système technicien et niveleur qui n'épargnera aucune population, n'être pas souverain, c'est au moins être garant, c'est au moins avoir la garantie d'être rien à terme. » Et j'ai vécu avec des peuples sans souveraineté. J'ai vécu avec des peuples à qui on l'a volé. J'ai vécu avec les Libanais, j'ai vécu avec les Yougoslaves, j'ai vécu avec les Khmers, certains d'entre vous le savent. Et alors Paul-François Paoli insiste beaucoup sur sa corsitude et sur le fait qu'en tant que Corse, il fait partie d'un peuple qui n'est pas une nation, justement. Certes, mais ensuite, si vous voulez, le grand problème, c'est pour connaître aussi le cas Paul-François, lui, il est à la recherche d'une véritable identité politique. Et il n'est pas pris dans ce que j'appellerais, et c'est ça qui effraie Jacques Sapir au fond, et c'est ça qui effraie beaucoup de nationaux, et j'en fais partie. C'est qu'aujourd'hui, l'identité soit ramenée par certains qui entendent soit en tirer un profit politique, soit par l'angoisse, devenir soit un business électoral, soit un folklore. Et il n'y a rien de pire à faire à son peuple que ça. Il n'y a rien de pire à faire à son peuple que ça. Et je le vois, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai eu ce débat avec beaucoup d'identitaires lourds qui me disent « Tu veux te rendre compte, le grand remplacement, tout ça ». Je lui dis « Oui, admettons. Donc, toi, tu ne veux pas qu'on touche à diverses choses, entre autres de l'autorité communautaire. On va être très clair, les services du ministère de l'Intérieur ont évalué le potentiel de contrôle migratoire que nous avons à l'instant T. Sur 200 000 entrées légales, nous ne pouvons pas toucher à 185 000. Le reste peut être retardé. C'est l'expérience traumatisante que Nicolas Sarkozy a fait quand il a ordonné qu'on boucle les frontières en 1 an avant la présidentielle dernière. On lui a dit « Monsieur le Président, nous allons retarder 15 000 arrivées. C'est tout ce que nous pouvons faire en travaillant les consulats. » C'est-à-dire que ceux qui étaient le plus légitimes à venir, les conjoints de Français, ont été pénalisés parce que tout le reste est sous la protection du droit communautaire de ce qu'on appelle la directive retour. Donc, l'eurocratie est pire que la plupart des systèmes dictatoriaux pour une raison. C'est qu'il est, à la base, la pire des catégories de la pensée grecque, la xénocratie. Le pouvoir de l'étranger. Pire que n'importe quelle dictature, surtout que, objectivement, la dictature romaine qui ne séduit pas, mais comme vous le dites, et je vous remercie de l'avoir dit, Jacques Sapir est un homme qui va au bout de son raisonnement. Or, aujourd'hui, parce que Jacques Sapir est un traumatisé, comme moi d'ailleurs, pour avoir un peu vu le terrain de ce qui s'est passé en Grèce, c'est-à-dire qu'on a exigé que des populations soient brisées. Je vais vous donner un exemple assez simple. L'Union européenne a exigé que les systèmes de soins soient revus en Grèce. La mortalité infantile a augmenté de 47% en 5 ans. Le prix d'une passe avec une étudiante grecque aujourd'hui, c'est 2 €. Et ça, c'est le futur de l'ensemble des pays que Bruxelles entendra briser. La Grèce n'est qu'un début. Or, aujourd'hui, pour restaurer, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous, une société politique, parce que vous avez affaire à des gens dont vous mésestimez totalement. Et là, je ne parle pas de vous, vous l'aurez compris, mais je parle du public en général, dont vous mésestimez totalement. À la fois, la volonté, ce ne sont pas parce que ce sont des lâches physiquement. Vous savez, le bureaucrate fait ça très bien. Eichmann à Jérusalem. Le bureaucrate lâche fait ça très très bien. Qu'ils n'ont pas
des envies de changement de société. Étant malheureusement en première ligne face à ces gens-là, je sais à peu près quelles seront les premières choses qui vous seront faites. La fin de l'écriture, directive sur l'éducation en cours de préparation, la fin de l'écriture discursive. Ça, c'est fini. La censure. Entre autres, la censure d'Internet qui a déjà commencé. Et ensuite, à terme, le grand problème de l'Union européenne, pour la fréquenter malheureusement trop à mon goût, c'est qu'elle elle-même attend pour vous imposer là totalement un mode de vie hors sol. Et pour vous l'imposer par la force, elle attend, comment dire, ce discours de Robespierre, un peu avant sa mort, où il disait « ceci se terminera par un pouvoir despotique ». Beaucoup y voient la préfiguration du Premier Empire. Ce que l'Union européenne attend aujourd'hui, c'est un homme, une femme, peu importe. Et le traité transatlantique, c'est aussi ça. Hein. Le fait de déléguer l'autorité à la maison mère, qui elle-même vous bottera les fesses. Ce qu'ils n'osent pas faire, parce qu'ils n'ont pas de moyens de coercition. Donc une vaste garde prétorienne qu'on appelle l'Eurogenfor, qui n'est rien de plus qu'une troupe de mercenaires de la pire acabit. Or, aujourd'hui, ce que l'Union européenne cherche, c'est un despote. Pas un dictateur, je dis bien un despote, ou un tyran. Pour vous normaliser une bonne fois pour toutes. Et si elle ne le trouve pas, eh bien, elle demandera à sa puissance tutélaire et toujours protectrice, qu'est l'Amérique. Dois-je rappeler que c'est le Trésor américain et la CIA qui ont annoncé publiquement une enquête sur tous les partis eurosceptiques pour cause de collusion supposée avec le pouvoir russe. Bruxelles ne se défend pas elle-même. Maman est toujours là. Heureusement d'ailleurs, parce que sans maman, le monstre serait peut-être déjà mort depuis longtemps. Et surtout, objectivement, je pense qu'il n'y a pas plus d'enragé de la souveraineté qu'il n'y a d'enragé de l'identité, pour reprendre ce mot doucereux de la grande intellectuelle qui s'ignore, Caroline Forrest, qui devrait d'ailleurs continuer à s'ignorer et nous laisser l'ignorer. Or, par contre, il y a des enragés d'un certain constructivisme qui entendent mettre fin, certes, aux cultures politiques auxquelles je tiens, mais mettre fin aux cultures tout court. Et ce faisant, si nous voulons que, au moins, ces beaux débats sur l'autorité politique et la société politique puissent être maintenus dans le monde qui vient, si nous voulons au moins nous protéger de ce que certains penseurs d'Europe de l'Est appelaient le vide, ce qu'on pourrait appeler de la nuit européenne, alors je pense qu'il faut reprendre les moyens, non de l'avenir avec un grand A, personne n'a jamais dit ça, mais au moins les moyens d'avoir un avenir. Je vous remercie.